Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre aujourd'hui. C'est un honneur de vous voir. Puis, vous avez bien aimé la conférence d'aujourd'hui qui s'appelle en fait Dépolitiser l'avortement pour garantir un service de santé pour tous. Donc, je m'appelle David Martin-Milo, je suis le président du conseil d'administration de cette si belle organisation. Comme vous le savez, fort probablement, en fait, la santé reproductive et sexuelle est une des priorités transversales de l'organisation, autant ici au Canada qu'à l'étranger. Et notre engagement envers le droit des personnes de disposer librement de leur propre corps et aussi notre engagement envers leur autonomie décisionnelle par rapport à ces décisions qui concernent leur vie et leur santé, bien sûr, fait de nous une organisation pro-choix. Et justement, la santé reproductive et sexuelle, qui est une priorité, inclut justement le service, en fait, ou l'accès au service d'avortement qui est sécurisé. Aussi, même si un service demeure légal, ça ne veut pas dire que son accès est garanti pour tous. Donc, l'accès justement universel à la santé est une autre de nos priorités. Et ce soir, on a réuni un panel d'experts de différents horizons pour pouvoir parler de comment est-ce qu'on fait pour lever ces fameux obstacles à l'accès à l'avortement, dans un contexte soit légal ou non, donc ici ou à l'étranger. Donc, je vous présente sans plus tarder notre animatrice, qui s'appelle Laurence Deschamps-Laporte. Donc, Laurence, Madame Deschamps-Laporte, est la directrice scientifique du Cérium. Elle est aussi professeure adjointe en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et elle est spécialiste donc, de la politique étrangère canadienne et de la diplomatie, s'adresse particulièrement au féminisme en relations internationales, à la politique au Moyen-Orient et également à l'étude des mouvements islamistes. C'est avec North Rhodes qu'elle est allée à Oxford pour faire son doctorat en sciences politiques. Puis, avant de joindre à l'UDN, elle était conseillère et chef de cabinet auprès de trois ministres des Affaires étrangères du Canada. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Dr. David Martin-Milo, cette belle présentation. J'aimerais remercier Médecins du Monde d'avoir convoqué cet événement ce soir, particulièrement sa directrice, Nadia Pollard, de m'avoir invité ce soir. Cette discussion sur l'avortement ce soir est à la fois nécessaire, critique, mais aussi portée par un sentiment d'urgence lorsqu'on regarde la géopolitique mondiale et les droits des femmes, droits reproductifs et l'avortement. Le titre nous appelle à dépolitiser l'avortement pour en faire un service de santé essentiel et universel. Je partage évidemment cet objectif. En sciences politiques, je peux dire que certaines d'entre nous, dont moi évidemment, voient la politique de manière particulièrement large. Et lorsqu'on pense, beaucoup plus large que ce à quoi on pense lorsqu'on parle de politique partisane ou de parti politique. En ces termes de politique large, et lorsqu'on ne se limite pas au jeu des partis politiques, les droits, que ce soit celui à la santé ou à l'avortement, deviennent des combats politiques par défaut. Les féministes de la seconde vague, dans les années 70, disaient « The personal is political ». Le personnel est politique. Et pourquoi scandaient-elles ces slogans-là? C'était pour dire que la violence domestique, les oppressions, même lorsqu'elles arrivaient dans l'espace domestique, l'espace privé était un combat de société, un combat public. Aujourd'hui, les experts des questions de droits des femmes s'entendent pour dire qu'on assiste malheureusement à un recul massif des droits des femmes, des droits de la reproduction, des questions de genre. Et cette perte de vitesse affecte des droits qui étaient pris pour acquis. À un moment où la démocratie, et ce n'est pas un hasard, je crois que c'est toujours bon, est aussi fragilisée. L'ONU estime que ça prendra maintenant 286 années pour arriver à l'égalité des genres. C'est pas particulièrement rassurant. Et ça, c'est dans une perspective mondiale. Et même lorsqu'on l'a dit en introduction, même dans des pays où est-ce qu'on pense que ces droits-là sont acquis sur le plan légal, dans la pratique, il y a énormément d'injustices en ce qui a trait à l'accès. En Afghanistan ou aux États-Unis, des femmes
qui regardent les droits auxquels avaient accès leur mère et leur grand-mère voient très bien qu'elles ont moins de droits, même sur le plan de la reproduction et des droits à la reproduction. Ces féministes qui se sont battues pour démontrer que l'espace privé est politique et que ce qui se passe à l'intérieur des murs et même dans nos utérus est une question, est un débat de société pour qu'on puisse revendiquer ses droits, ont raison, parce que la violence contre les femmes, c'est démontré dans les recherches, est corrélée à la violence de société, et beaucoup de recherches et de chercheurs comme moi s'intéressent à identifier les éléments précurseurs. Quels éléments sont précurseurs à des conflits civils, de la violence au niveau sociétal, et souvent ce sont des facteurs de violence contre les femmes et de réduction des droits des femmes qui sont identifiés comme des éléments précurseurs, et beaucoup de chercheurs s'attaquent à ces terrains de recherche. Qu'on le veuille ou non, et c'est très malheureux, le corps des femmes est souvent le premier champ de bataille dans l'espace politique, et quand le populisme est en recrudescence, comme on le voit maintenant mondialement, quand il y a un recul des droits humains, quand la démocratie est fragilisée, on voit que le corps des femmes revient justement dans le débat partisan. Cette question politique nous inquiète, et je suis particulièrement choyée d'être en compagnie de gens qui travaillent dans la pratique, qui sont au front tous les jours pour justement étudier, intervenir, faire des plaidoyers, défendre l'accès à l'avortement comme un service universel, parce qu'on ne peut pas accepter que le corps des femmes soit un lieu de bataille partisane, parce qu'il ne faut pas il faut retourner à la conclusion que c'est un service de santé auquel toutes devraient avoir accès. Donc, j'aimerais donner la parole à nos panélistes que je vais présenter à l'instant, en commençant par Julia Tétrault-Provencher, qui est conseillère ici, juste à côté de moi, conseillère juridique en santé et droits sexuels et reproductifs chez Avocats sans frontières Canada depuis 2021. Julia a complété une maîtrise en droit international public spécialisée en paix, justice et développement à Leiden, aux Pays-Bas. Sa recherche s'intéressait à la perspective féministe sur les lacunes de la définition du crime de grossesse forcée dans les statuts de Rome à la Cour pénale internationale. Puis elle a travaillé comme consultante juridique à La Haye, à Paris et auprès de différentes ONG. En ce qui a trait à la panéliste juste à côté de Julia, c'est-à-dire Manon Ourdin, est directrice des opérations internationales et du développement stratégique à Médecins du Monde. Autodidacte, Manon a beaucoup voyagé, elle a touché à plusieurs différents domaines de pratique, et maintenant, elle a maintenant 10 ans d'expérience en action humanitaire dans différents contextes, que ce soit en Égypte, aux Philippines, au Bénin, en République démocratique du Congo. Et elle siège auprès de plusieurs organisations de coopération internationale. Elle s'est particulièrement impliquée au sein de la clinique pour personnes migrantes à statut précaire de Médecins du Monde lorsqu'elle est arrivée au Québec en 2019. À côté de Manon Ourdin, on a le docteur Michel Bell, qui est obstétricien gynécologue et responsable médical de l'équipe de périnatalité sociale du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent, qui accueille des femmes enceintes et des enfants, quel que soit leur statut migratoire. Dans ce contexte, il donne des soins spécialisés en gynécologie et obstétrique, entre autres dans le cadre de clientèle référée par Médecins du Monde. Il a été administrateur dans de nombreux organismes, dont Médecins du Monde, 10 ans trésorier, vice-président du Conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens du centre hospitalier La Salle en Grignon, et je crois une autre liste, une liste très longue d'expériences administratives également. Et auprès de Médecins du Monde, il est aussi médecin bénévole depuis de nombreuses années. Finalement, au bout de la table, une collègue de l'Université de Montréal, la dernière et non la moindre, c'est-à-dire Béatrice Godard, qui est professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est également secrétaire de faculté et vice-doyenne à la vie étudiante et vice-doyenne aux affaires professorales. Je peux vous le dire par expérience, ça semble un emploi du temps particulièrement chargé. C'est une spécialiste de questions éthiques, et elle s'intéresse à l'éthique de la recherche, des interventions en santé,
Et elle a été très impliquée dans de nombreux programmes d'enseignement de l'éthique en santé dans des contextes internationaux également. Elle s'intéresse aux personnes en situation de vulnérabilité et aux enjeux de santé et socio-économiques auxquels sont confrontées ces personnes. Et ses recherches s'intéressent à toutes les questions éthiques qui touchent à l'autonomisation de ces personnes. Donc, 4 panélistes avec des parcours, comme on l'a dit, extrêmement diversifiés pour répondre à nos questions sur l'accès à l'avortement et comment rendre l'avortement un service de santé essentiel et universel. Je commence d'emblée avec une première question pour donner la parole à nos panélistes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, commençons avec la question qui nous occupe premièrement, c'est-à-dire les obstacles pour l'accès à l'avortement. Et qu'est-ce qui fait justement que ça devrait être pris pour acquis partout dans le monde, mais ce ne l'est pas nécessairement. Et je me tournerai vers Julie pour poser la question sur le plan juridique en particulier. Quels sont les obstacles qui sont les plus importants? Merci. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ah voilà, succès. C'est bon. OK. Voilà. Ça commence. Oui, donc, les obstacles du point de vue juridique. En fait, cette question-là, je me suis dit que j'allais la diviser en deux. Donc, en fait, au niveau du Canada, parce que je pense qu'on va aussi en parler aujourd'hui, c'est intéressant de revenir un peu. C'est quoi au Canada exactement le droit à l'avortement? Puis, en fait, nous, c'est décriminalisé depuis 1988 avec l'arrêt Morgan Taylor de la Cour suprême du Canada. Qui dit décriminaliser, par contre, ne veut pas nécessairement dire accès. Puis je pense qu'on va en parler beaucoup avec les prochains panélistes. Moi, je vais m'en venir au niveau juridique. Mais donc, en fait, au Canada, l'avortement, puisqu'il a été décriminalisé, c'est devenu par la suite, c'est tombé dans un service de santé. Et on est, en fait, dans les seuls pays au monde où l'avortement, en fait, il n'y a même pas, théoriquement, au niveau fédéral, il n'y a aucune loi qui restreint. L'avortement est un service de santé, il est protégé par la loi canadienne sur la santé, l'article 7, qui, en fait, demande aux provinces, donc, en fait, donc, ça a été relié aux provinces, carrément, puisque c'est avec la santé, donc c'est les provinces qui s'en occupent. Et en fait, cet article-là, 7, demande aux provinces d'assurer que tous les soins de santé soient accessibles, universels, intégrales, notamment. Ce qui inclut donc, dans ce cas-ci, l'avortement. Là où le bas blesse, c'est que certaines provinces, donc l'Ontario et le Canada, ne font pas partie, mais d'autres provinces réglementent. On fait des réglementations au droit à l'avortement, en fait. Donc, on peut penser au Nouveau-Brunswick, qui présentement d'ailleurs est poursuivi. Là, c'est devant la cour cette affaire-là parce que le Nouveau-Brunswick notamment a imposé que l'avortement soit seulement pratiqué dans les hôpitaux. L'île du Prince-Édouard limite à 14 semaines. Donc c'est des exemples pareils. Où est-ce que vraiment on a des vraies limites au niveau dans la réglementation des provinces. Ces obstacles-là sont réels, et puis même si au Québec on peut dire qu'on n'a pas ces réglementations-là, il y a quand même aussi des limites dans l'accès, mais comme je dis, je n'irai pas là. Mais je voulais juste quand même spécifier qu'au Canada, quand on parle de soins de santé, l'avortement en fait partie. Puis aussi, il y a toute la question service-soins, mais j'avoue que je préfère des fois l'utilisation du terme soins de santé, parce qu'on veut aussi avoir un système de santé avec les soins de santé plus inclusifs, universels. Donc, j'alterne entre services et soins de santé quand je parle de l'avortement. Au niveau international, et vous me direz quand je suis trop dans mon temps, mais au niveau international, alors qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est encore avec 22 pays qui criminalisent totalement l'avortement en toutes circonstances, incluant lorsque la vie de la femme et de la personne enceinte est en danger. Et après, on a beaucoup de pays aussi qui vont réglementer. Le plus souvent, on va parler, par exemple, d'une réglementation où ce sera à 12 semaines pour pouvoir avoir un avortement. Nous, on travaille chez Avocats sans frontières Canada, on travaille notamment au Honduras, au Salvador, où est-ce c'est une criminalisation absolue. Et même au point où est-ce que le Honduras récemment a changé sa constitution pour s'assurer que ce soit encore plus difficile qu'avant de dépénaliser l'avortement. Donc, ce sont des réels enjeux auxquels on fait face. Et si ce n'est pas criminalisé, bien, c'est la mise en œuvre qui est très difficile. Donc, au Burkina Faso, par exemple, où mes collègues travaillent, où on voit que, oui, d'accord, il y a ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse
sécurisé selon la loi, mais en pratique, en fait, il faut demander à un procureur la femme doit prouver en fait qu'il y a eu une agression sexuelle, c'est le procureur qui doit l'accepter, et juste ça, elle doit faire ça dans les 14 semaines, et juste ça, c'est pratiquement impossible de pouvoir prouver ça. Et puis encore là, c'est même de se rendre devant, si on connaît tous même les enjeux après une agression sexuelle, d'aller devant un procureur, de pouvoir, si son cas est contesté, ça va prendre encore plus de temps. Donc dans la pratique, c'est même impossible. Donc ça, c'est juste des exemples ici parmi tant d'autres d'obstacles au niveau juridique. Merci beaucoup, Julia. Puis ça rappelle un débat qu'on traverse en ce moment au Québec. On a vu les groupes féministes qui disent on ne veut pas une loi pour, même si c'est un objectif positif en soi, là, pour essayer de sécuriser le droit à l'avortement au Québec. En fait, de légiférer, ce qu'on semblait lire dans les journaux, c'est un risque en soi parce que c'est très bien que ça soit un service ou un soin par défaut. Exact. Très bien. Donc, j'aimerais passer la parole à Maman Ourdin maintenant pour nous parler un peu des obstacles sur le plan du terrain, de la pratique et du travail à l'international. Bonsoir. Donc, tout d'abord, peu importe les obstacles, peu importe les barrières, si une femme veut se faire avorter, elle va avorter. Le problème, ça va être les conditions qu'il y a autour de cet avortement et donc les risques qu'elle va prendre. Moi, pour vous parler des barrières, je pense que je vais plutôt vous parler d'exemples qu'on a sur le terrain. Donc, par exemple, on travaille en Haïti. En Haïti, c'est un des pays où l'avortement est complètement interdit. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même, mais que ça se fait de façon cachée, ça se fait avec une offre de service qui est informelle et complètement illicite. Les barrières spécifiques que ça engendre, c'est l'accès à l'information. À partir du moment où c'est tabou, où on ne peut pas en parler, où c'est interdit, les femmes n'ont pas accès à toutes les informations qui sont nécessaires pour qu'elles puissent aller dans des cliniques où c'est sécurisé, où ils ont les bons médicaments ou les équipements. Donc tout ça se fait et puis on va aller sur des solutions qui sont souvent qui vont les mettre en danger. Et il y a aussi les barrières économiques, parce que pareil, quand c'est caché, quand c'est interdit, plus vous payez cher, plus vous aurez des chances d'avoir un avortement qui se fait dans les bonnes conditions, moins vous avez de moyens, plus vous allez mettre votre vie en péril. Donc ça, c'est des exemples très concrets qu'on a en Haïti tous les jours, parce qu'il y a la loi qui empêche l'avortement. Mais il y a d'autres pays où c'est officiellement légal, mais pas vraiment applicable. Par exemple, en République démocratique du Congo, le pays a ratifié le protocole de Maputo en 2006. Le protocole de Maputo, en gros, ça dit que les États qui l'ont ratifié, ils prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère et sa santé mentale et sa santé physique. Donc, c'est souvent à travers la santé mentale qu'on peut justement, qu'on a une porte pour pouvoir avoir un accès à l'avortement. Et en plus, ils ont un système qui fait que quand le pays ratifie un traité international, ça passe par-dessus les lois nationales. Mais dans leur code pénal, c'est toujours interdit. Ce qui fait qu'en fait, dans la réalité, les protocoles pour mettre en place ça dans les centres de santé n'existent pas. Les prestataires de santé ne sont pas formés. Et donc, ça crée plein de barrières législatives et d'application alors que c'est légal. Mais juste parce que les lois ne se sont pas alignées et qu'il n'y a pas eu d'information et de formation du personnel par rapport à ça. On a aussi quand même des pays dans lesquels ça va dans le bon sens. La Colombie, le Chili, le Bénin, tout dernièrement le Mexique. Donc tout n'est pas complètement noir, mais dans ces pays-là, il y a aussi des barrières. Et on va aussi les trouver dans des pays comme ici. Il y a des barrières culturelles, il y a des barrières religieuses, il y a des barrières sociales. Et c'est intéressant parce que quand on parle aux personnes de ces barrières-là, mais en fait, il y a quand même aussi beaucoup de pragmatisme, où on peut discuter avec des personnes qui, de prime abord, vont dire, moi, la religion l'interdit. Mais en déconstruisant un petit peu ça, en parlant de la réalité que les gens vivent, mais souvent, à la fin, on a quand même un discours qui est, mais dans certains cas, c'est vrai que je comprends. Donc, il y a de l'espace pour en parler, il y a de l'espace pour faire changer ces barrières-là. Et plus on est dans des pays où c'est restreint, plus les gens sont pragmatiques et donc comprennent aussi l'intérêt d'avoir un service qui devrait être abordable à tous. Il y a aussi des obstacles bureaucratiques, on en parlait des délais d'attente obligatoires.
l'autorisation d'une tierce personne quand on est mineur et que nos parents doivent venir ou signer une autorisation, ou quand on est marié et que notre mari doit signer une autorisation, ça limite. Et une autre barrière, ça va être la réaction du personnel de santé. Par exemple, moi, j'ai appris que j'étais enceinte quand j'étais en République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu un retour pour savoir si c'était une bonne nouvelle ou si je voulais garder ou si comment ça se passait. C'était tout de suite « Ah ben félicitations, vous allez enfin avoir une famille ». Mais quand c'est pas un choix, quand ça nous arrive comme ça, soudainement, ben si directement on nous met dans cette case « Vous allez avoir un enfant et c'est ça la seule option », ben ça restreint beaucoup nos choix. Donc il y a tout ça, toutes ces barrières-là sur lesquelles on travaille dans de nombreux projets. Et aussi, il faut faire attention. Ces barrières-là, elles sont applicables sur la majorité des gens, mais chaque personne va vivre des barrières différentes. Quand on a une grossesse non désirée, qu'on veut avorter, qu'on est mineure, adolescente, on vit une expérience qui va être différente de quand on est marié ou quand on est déjà mère de plusieurs enfants et que on n'en veut pas un troisième. Merci beaucoup, Manon. Les obstacles qui sont malheureusement nombreux, mais que je retiens en particulier, peu importe les restrictions, l'avortement va avoir lieu, ça devient juste une question de la santé de cette femme qui se fait avorter. Je passe la parole au Dr Michel Dell pour parler justement des obstacles sur le terrain en santé au Québec. Bon, c'est sûr qu'au Québec, ce soin est donné dans un contexte plus favorable que dans beaucoup d'endroits dans le monde et même que dans beaucoup d'endroits au Canada. Cependant, rien n'est parfait et il y a certains problèmes qui persistent. Le premier, c'est que, évidemment, c'est un soin qui souffre, comme tous les autres soins, du rationnement des soins et des listes d'attente qui plombent à peu près tous les soins de santé au Québec. C'est pas que ce soit un soin qui est cher, ou ni même qui est complexe, sauf que c'est pas très prestigieux, c'est pas très techno, et comme dans la plupart des communautés, c'est donné dans des CLSC ou dans des hôpitaux, dans des établissements publics, ça peut être souvent négligé, où les ressources ne sont pas attribuées parce qu'on a des choses plus importantes à faire. On a des gens malades à traiter et ça, bon, c'est une affaire de femmes, c'est une affaire de gens en bonne santé, donc à se déplacer ou trouver un moyen de se débrouiller. Donc, par exemple, d'endroits comme, comme la ville de Latuque, qui est quand même finalement juste à 3 heures de Montréal, il n'y a pas de gynécologue depuis 5 ans, il n'y a personne qui s'est vraiment formé pour faire l'avortement médical ou chirurgical, et les administrateurs n'ont jamais pensé que ce serait utile à la communauté et les femmes qui ont besoin de ce service doivent faire au moins 150 km jusqu'à Shawinigan-le-Trois-Rivières et s'ils vivent dans les communautés un peu plus éloignées, près de 300 km, pour avoir un service d'avortement. Donc sinon, ça limite forcément beaucoup l'accès, surtout pour les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. Ensuite, l'autre chose, bien sûr, à Montréal en particulier, il y a des cliniques qui sont en dehors du réseau de la santé, qui offrent un service qui est plus souple, qui est mieux adapté. Mais on l'a encore, dans beaucoup de villes plus petites ou de communautés, les organismes de la société civile ou les organismes communautaires qui pourraient organiser ça sont en général sous-financés et peuvent avoir d'autres priorités que d'organiser une clinique de planning familial. Finalement, aussi, troisièmement, je voudrais parler à une clientèle un peu particulière qui est peut-être moins nombreuse, mais qui est quand même au cœur de notre action à Médecins du Monde. Ce sont les personnes qui, pour des raisons de parcours migratoire ou d'autres raisons, n'ont pas de couverture médicale. Ces personnes-là doivent payer des frais de 200% par rapport à des prix arbitraires calculés par le gouvernement. Ça peut être très élevé, même pour un soin assez simple comme un avortement médical ou chirurgical. Bien sûr, ces personnes-là qui sont en situation précaire c'est particulièrement important qu'ils aient accès à ce soin parce que le fait de continuer une grossesse non désirée, ça bien sûr, ça augmente non seulement beaucoup les problèmes médicaux, la précarité financière, la précarité sociale, le risque de violence domestique. Ils en ont encore plus besoin, ils en ont autant besoin, sinon plus que le reste de la population. Actuellement, le gouvernement réfléchit à couvrir les soins de la grossesse pour toutes les femmes enceintes qui résident au Québec, quel que soit leur parcours migratoire. Mais c'est à la fois inacceptable et incompréhensible que l'avortement ne soit pas inclus dans ces soins de grossesse. Il est évident que pour ces personnes déjà vulnérables et précaires, le fait de ne pas avoir ce choix, de dire
on va peut-être couvrir, payer vos soins de santé si vous gardez votre grossesse, mais si vous voulez avorter, ben vous allez payer 200% du prix soi-disant calculé. Et bon, ça c'est un combat important que j'espère qu'on va pouvoir mener et gagner dans les prochaines semaines, mois, années, que ce service essentiel soit inclus dans les soins de grossesse et soit accessible à toutes les personnes qui résident au Québec. Merci, Dr. Michel Zell. Donc, si on veut comprendre de quoi il s'agit en termes de problèmes d'accès à l'avortement, on peut aller à Montréal, rencontrer n'importe qui n'a pas accès à nos services de santé ou même à la TUC, on n'a pas besoin d'aller très loin, malheureusement. Donc, j'aimerais passer la parole à Béatrice Godard pour nous expliquer un peu certains obstacles sur le plan éthique lorsqu'on parle d'avortement. Oui, alors au niveau éthique, la littérature montre 3 types d'obstacles pour l'accès à l'avortement. Le premier, en regard des différentes disparités auxquelles je vais revenir, le deuxième, le type d'information, et le troisième, l'objection de conscience. Concernant les disparités, bien, on entend parler, il y a des disparités géographiques, des aspects organisationnels dont le Dr. Ben a parlé, qui malheureusement impliquent des injustices d'accès, et ces injustices elles entraînent des risques pour les femmes qui sont en attente d'un avortement, des risques physiques, mais également des risques psychologiques qui portent atteinte à leur bien-être et à leur qualité de vie. Le deuxième type de disparité, ce sont les disparités socio-économiques, raciales et de genre, qui, elles, entraînent en fait des discriminations qu'on peut appeler intersectionnelles. En regard de l'avortement, malheureusement, les femmes ne constituent pas un groupe uniforme. Les données, les recherches qui sont faites auprès de ces populations montrent que dans plusieurs pays, pas seulement aux États-Unis, les femmes pauvres ont un taux plus élevé de grossesse non planifiée que des femmes plus nanties. Pourquoi ont-elles un taux de grossesse non planifié plus élevé? C'est parce qu'elles n'ont pas la situation de pauvreté structurelle dans laquelle elles se retrouvent, font qu'elles n'ont pas de raison de penser que leur situation parentale sera meilleure qu'aujourd'hui, alors qu'elles ne peuvent pas avoir la vie qu'elles souhaitent. Donc, pour ces femmes, l'avortement, malheureusement, leur permet d'éviter que leur condition de vie soit encore plus pénible. Mais cela dit, là encore, la littérature montre que la pauvreté n'explique pas tout en matière du taux d'avortement qui est élevé. Aux États-Unis, il y a eu des études récentes qui ont été faites et on constate que les femmes noires qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté, donc qui ont un revenu équivalent à des femmes blanches ou des femmes hispaniques, ont toutefois le double de grossesses non désirées que leurs semblables. Et alors là, encore, on constate que le revenu, ce n'est pas un facteur qui élimine les disparités raciales en matière d'accès à l'avortement. L'hypothèse qui est faite, c'est que il y a dans ces populations encore aujourd'hui une méfiance. Il y a un racisme médical. Historiquement, il y a eu un contrôle reproductif sur ces populations-là. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des stérilisations forcées, etc. Donc, cette méfiance, c'est un facteur de disparité raciale de l'utilisation des contraceptifs. Et alors, l'avortement, ce qui est recommandé dans la littérature, c'est non pas de le voir comme un problème exceptionnel qui arrive au cours de la vie d'une femme, mais vraiment comme un problème d'inégalité sociale de santé. Donc, de le voir vraiment comme un problème de santé publique et qui permettrait de normaliser justement une intervention médicale dont toute femme peut avoir accès au cours de sa vie. Alors ça, les disparités, c'est le premier type d'obstacle qui caractérise la littérature éthique. Le deuxième type d'obstacle, mes collègues en ont parlé aussi, c'est le type d'information. Récemment, 2 chercheuses de l'Université Laval ont fait une enquête à l'échelle du Québec et on constate encore, même au Québec, où l'accès à l'avortement pourrait être pensé plus facile, mais il y a encore beaucoup d'informations qui sont jugeantes,
qui sont insuffisants, qui sont alarmistes. Et on sait que l'information est clé pour qu'une femme puisse prendre une décision éclairée. Et donc, si on ne donne pas une information juste, qui repose sur des données probantes, bah forcément le choix de la femme va être altéré. Alors, toutes ces barrières, elles limitent l'autonomie des femmes. Parfois, elles peuvent leur causer du tort et surtout, elles créent encore plus d'inéquité entre elles. Le dernier obstacle dont je voudrais parler, c'est l'objection de conscience, qui est encore très élevée selon l'OMS l'an dernier a sorti des lignes directrices pour les soins, faire de l'avortement un soin essentiel. Et dans plusieurs pays, on constate donc que l'objection de conscience est élevée, et même dans des pays où l'avortement est légalisé. L'objection de conscience, c'est une barrière difficile à surmonter en raison justement du dilemme éthique entre la protection et la promotion des droits des femmes et la défense justement du droit des prestataires à exercer leur conscience morale. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a deux manières d'abuser au recours à l'objection de conscience. La première, c'est de prioriser l'objection personnelle par rapport justement au devoir éthique de fournir des soins de santé et de prévenir des préjudices aux femmes auxquelles ils doivent traiter. Donc, de prioriser l'objection de conscience par rapport à l'engagement de conscience. La deuxième manière aussi d'abuser de ce recours à l'objection de conscience, c'est de l'utiliser pour cacher des convictions personnelles. Donc, par exemple, la peur d'être jugé par les confrères, la peur d'être dénoncé. Et oui, la dénonciation, etc., ce sont des problèmes graves auxquels il faudrait s'attaquer, mais ce n'est pas suffisant pour utiliser l'objection de conscience. Et alors, du fait que l'objection de conscience est encore très élevée, les conséquences sont nombreuses. De ce fait, le nombre de personnes qui peuvent procurer des avortements diminue, et surtout pour des avortements sécurisés. Et le problème est d'autant plus flagrant, notamment en Afrique subsaharienne, où il y a une pénurie de prestataires de soins de santé, quel que soit le soin. Et également en Amérique latine, où les lois sur l'avortement sont très strictes. Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ça entraîne justement des retards pour pratiquer des avortements sécurisés dans les délais justement prescrits par la loi. Et donc là encore, ça augmente les risques pour la santé des femmes. Un autre type de conséquence aussi concerne les références. Les références vers d'autres services ne sont pas toujours suffisantes, notamment pour les femmes pauvres ou qui ont des problèmes médicamenteux. Quand une femme doit faire plusieurs kilomètres pour avoir un soin d'avortement, alors qu'elle n'a pas une situation économique qui le permet, ça risque de retarder le soin. Puis le dernier type de référencement aussi qui est une conséquence néfaste pour l'accès à l'avortement, c'est le fait que souvent, il y a encore beaucoup de professionnels de la santé et les institutions dans lesquelles ils travaillent qui ont, oui, des listes de référencement, mais qui ne sont pas à jour. Donc, tout ça produit à nouveau des inégalités, des injustices d'accès qui, là encore, augmentent les risques et plus particulièrement pour les femmes vulnérabilisées. Puis je conclurai en matière d'objection de conscience. L'OMS l'a rappelé quand l'orientation, justement, le référencement est disponible ou impossible, le professionnel a une obligation de pratiquer un avortement parce que justement il a l'obligation d'apporter un soin à la personne pour lui éviter de causer des dommages à sa santé. Et la Fédération internationale des obstétriciens et gynécologues, quant à elle, dit toute objection de conscience au traitement d'une femme est secondaire par rapport justement au devoir d'engagement de conscience
que les professionnels de la santé devraient avoir. Mais malheureusement, c'est rarement pris en considération. Alors, voilà les trois obstacles d'un point de vue éthique que je verrais pour le seul avortement. Ce sont donc les différents types de disparités, le type d'information et l'objection en conscience. Merci beaucoup, Manon. Donc, c'est très apprécié. Puis, pour les prochains blocs de questions, nous allons faire des feux roulants de réponse de 2 à 3 minutes maximum pour qu'on puisse vous entendre. Mais heureusement, on se retourne vers des sujets plus positifs. On regarde vers l'avenir pour tenter de justement aller au-delà de ces obstacles et identifier justement les bonnes pratiques face à ces obstacles afin de justement assurer ces soins et ces services pour l'avortement, en commençant cette fois avec Manon, pour qu'elle puisse identifier pour nous certaines bonnes pratiques qui émergent de la pratique à l'international. Oui, alors à l'international, nous, c'est assez intéressant parce qu'il y a des pays qui sont justement en train de pénaliser maintenant l'avortement, donc avec une offre qui se développe maintenant, alors que les choses ont évolué dans d'autres pays et donc qui bénéficient dès le début d'une offre un peu plus complète, plus sécurisée, plus efficace que ce qu'on a pu voir au Québec ou en France. Donc ils vont directement, par exemple, une des bonnes pratiques et des méthodes qui est vraiment recommandée à l'international, c'est tout ce qui va être l'avortement médicamenteux. Ça évite d'avoir besoin d'équipement, ça évite de devoir aller dans un hôpital ou dans un centre de santé avec un certain équipement, donc qui n'est pas forcément disponible à proximité. Et ça permet aussi de fournir une offre de soins à différents endroits, et donc qui est plus accessible à plein de personnes qui font face à différentes barrières. Nous, on va l'utiliser dans les cliniques mobiles. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que souvent, comparativement à un centre de santé, les prestataires de santé qui sont dans la clinique mobile ne sont pas du coin. Ce qui va faciliter l'accès et qui va lever des barrières, quand il y a des barrières culturelles, parce qu'alors, vous gardez une certaine anonymité, où il y a moins de peur de la femme qu'après cette nouvelle soit dispensée au sein de la communauté. Bien sûr, il y a les centres de santé, mais donc ça peut être fait dans des tout petits postes de santé jusque dans un hôpital, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Dans certains pays, on voit aussi beaucoup la télémédecine, beaucoup dans des pays où justement où il y a des professionnels de la santé qui utilisent l'objection de conscience pour limiter l'avortement. On peut citer par exemple l'Italie. Malte, ça se fait beaucoup la télémédecine où les médicaments sont envoyés directement par la poste et donc après la prise se fait avec, si on veut, un prestataire de santé sur son téléphone. Il y a aussi une offre qui peut être faite au niveau des communautés elles-mêmes, donc avec les organisations de la société civile, les matrones ou accoucheuses traditionnelles, et les tradipraticiens. Donc ça permet un petit peu aussi de réduire le gap qu'il y a entre le service de santé et les médecines traditionnelles avec des médicaments de bonne qualité qui sont fournis avec des bonnes informations et en gardant ce lien de confiance qu'il y a au sein des communautés. Et sinon, il y a l'auto-prise en charge. Ça peut être fait chez soi, quand on a les bonnes informations et quand on a le bon cadre autour pour savoir quoi faire s'il se passe quelque chose. C'est efficace à plus de 95%, il y a seulement 1% de cas de complications, donc ça permet vraiment de démocratiser l'avortement. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce que l'information autour de ça soit fiable, que les personnes sachent comment prendre les médicaments, que les médicaments soient de bonne qualité, qui peut être un défi, et qu'il y ait des soins post-avortement. Si jamais il y a une complication, il faut pouvoir aller dans un centre de santé, il faut pouvoir être pris en charge. L'avantage aussi, c'est qu'on ne peut pas faire une distinction entre un avortement spontané et un avortement médicamenteux, ce qui protège les femmes, si jamais il y a une complication, des soins qui vont être fournis ensuite. Et il faut coupler ça avec un service de contraception, parce qu'il faut demander à la personne si elle veut prendre une contraception ou pas. Et ça, c'est vrai que si on n'a pas ces 4 éléments-là, on a une offre qui est très diminuée, donc c'est toujours essayer de comprendre comment on peut fournir cette offre et ses compléments. Juste un exemple, en République démocratique du Congo, Médecins du Monde, ça fait plusieurs années qu'on a ouvert un projet sur l'avortement qui est vraiment ciblé pour les adolescentes et les jeunes filles qui vivent à Kinshasa. Et c'est à travers les pharmacies que les médicaments sont donnés. Les pharmaciens sont formés pour pouvoir
donner les bonnes informations, référencer les femmes pour qu'elles puissent aussi confirmer la grossesse, savoir à quel stade elles en sont. Mais ils ont aussi été formés pour pouvoir identifier quand il y a des traitements traditionnels et donc potentiellement dangereux pour la santé de la femme, et de pouvoir offrir une offre alternative plus sécurisée et plus efficace. Merci. Donc, comme beaucoup de problèmes d'accès aux soins de santé, souvent c'est d'élargir le type de prestataire qui peut aider à l'accès. J'aimerais passer la parole à Julia. Maintenant, sur le plan légal des pratiques juridiques, est-ce qu'on voit des bonnes pratiques qu'on pourrait répliquer ailleurs? Oui, merci. Donc, en fait, d'abord, au risque de me répéter, on l'a vu dans certaines études que c'est mieux de ne pas légiférer un droit à l'avortement parce que ça allait stigmatiser. Souvent, en fait, l'avortement, on le rend comme quelque chose d'exceptionnel ou on le rend quelque chose de plus grave aussi. Donc, ça, c'est souvent, si on, dans le but de le normaliser, c'est toujours mieux donc d'éviter ici de légiférer sur la chose. Par contre, dans les pays où est-ce que justement c'est encore, par exemple, criminalisé, ce qu'on a vu, par exemple au Bénin, pour reprendre un très bon exemple, au Bénin, c'est rendu légal, ça a été légalisé depuis 1 an maintenant. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de décret. Là, il y a eu tout récemment un décret qui a mis en œuvre la légalisation. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des limites, comme on parlait, il y a des semaines et tout, mais il y a une obligation que pour que l'hôpital pratique un avortement, il faut s'assurer que l'hôpital puisse assurer une prise en charge psychologique ainsi que sociale. Donc ça, c'est important parce que ça peut arriver, pour s'assurer que ce n'est pas n'importe quel centre de santé qui va le faire. Puis ça, c'est quelque chose que le Bénin a rajouté à sa loi, qu'on peut voir comme une limite, mais qu'on peut surtout voir comme une protection additionnelle pour les femmes qui veulent se faire avorter. D'autres exemples aussi, par exemple, encore aussi pour reprendre ce que Béatrice disait par rapport à l'objection de conscience. Donc, en Colombie, on est rendu la légalisation de l'avortement dans les 24 semaines. Et il y a aussi, tout récemment, le gouvernement s'est rendu compte que l'objection de conscience était outrageusement pratiquée. Et en fait, il n'y avait aucune vraiment. Il faisait n'importe comment. Or, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a prévu justement certaines limites à l'objection de conscience et la Colombie a décidé de les inclure dans un décret gouvernemental ou un arrêté gouvernemental tout récemment. Donc, vraiment, il y a même des sanctions qui seront données aux médecins qui pratiquent l'objection de conscience de façon inadéquate avec les standards internationaux, c'est-à-dire notamment en ne faisant pas un référencement vers un autre ou une autre collègue qui pourrait pratiquer l'avortement, ou lorsque, par exemple, il y a une urgence médicale. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec la Colombie, c'est qu'en plus d'avoir fait ça, ils se sont dit, mais c'est aussi important de venir sensibiliser les femmes à leur droit d'avoir un avortement, de recevoir l'avortement, et donc d'être capable aussi de voir, lorsqu'elles se retrouvent devant un médecin ou une médecin qui, en fait, pratique mal l'objection de conscience. Et donc d'être outillé pour, après ça, dire non, moi j'ai le droit, c'est mon droit et c'est mal pratiqué. Et ça, c'est excessivement important pour toute loi qu'on a. Si les femmes, les personnes qui sont enceintes ne sont pas outillées pour reconnaître lorsque leurs droits sont donnés, c'est difficile de l'appliquer. Un dernier exemple, c'est, par exemple, c'est pas par rapport à la loi, mais c'est plus par rapport à ce qui est fait dans certains contextes difficiles. Donc, c'est en Haïti, justement, où est-ce que l'avortement est criminalisé, en fait, seulement mais il est possible lorsque la vie de la femme qui est enceinte est en danger. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui font de la sensibilisation pour essayer de venir prendre ça moins tabou, de venir déstigmatiser l'avortement. Il y a même de l'art qui fait avec ça. Il y a une pièce de théâtre qui est en train de rouler en ce moment sur une mère qui a perdu sa fille parce qu'elle a vécu un avortement non sécuritaire. Donc, c'est vraiment d'en parler. Je pense que dans tous les contextes dans lesquels je travaille, ce que j'ai vu, c'est aussi beaucoup la société civile qui se regroupe, les groupements de femmes, beaucoup la sororité qui est très importante, puis de se battre pour faire changer les lois lorsque ça criminalise. Donc, ce serait les exemples que je vais donner par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de choses à retenir, mais ce qui semble revenir de toutes les interventions jusqu'ici, c'est de normaliser justement le soin. Maintenant, le Dr. Bell. Sur le terrain au Québec, qu'est-ce que vous identifiez comme pratique innovante qu'on devrait répliquer?
En tant que praticien, je voulais quand même revenir sur ce fait qui est assez unique au Canada, c'est l'absence de loi. En fait, c'était pas vraiment voulu. Ce qui se rappelle, c'était plutôt un concours de circonstances quand la loi prévue est morte au Sénat et finalement, personne n'a eu le courage ou la volonté de la reprendre. Ça, quand même, d'un point de vue des praticiens, c'est un grand avantage parce que ça a permis l'évolution du soin par un dialogue entre les groupes féministes, les femmes, la société civile, les fournisseurs de soins de santé, le ministère, pour évoluer selon la vitesse où la société évoluait et pour le rendre vraiment acceptable tant au niveau des personnes qui en ont besoin, de la société en général et des fournisseurs de soins. Aussi, ça a été très utile pour tenir un peu les politiciens à l'écart de ce débat-là, parce que pas de voix, peu de politique. L'autre chose qui était un grand avantage qui s'est arrivé au Québec, c'est que, vu que, comme on a déjà parlé, le service était très restreint dans les hôpitaux, beaucoup plus encore que maintenant au début, il s'est développé des cliniques alternatives, gérées par des groupes de femmes ou des groupes communautaires, ou plus ou moins autogérés, comme celles qui existent encore, parce que justement encore, les soins sont insuffisants dans les hôpitaux et les établissements publics, donc les cliniques comme la clinique Morgan-Jalel, la clinique féminale alternative, etc. Ces cliniques, bien sûr, on ne préconise pas de sortir les soins de santé en général du système public, mais pour un sujet sensible comme l'avortement, ça a beaucoup aidé à ce que les soins soient disponibles, que la demande suive, et que aussi ça soit un milieu plus favorable à donner ce soin qu'un hôpital où les gens se soignent en principe des gens malades et où les personnes qui voulaient un avortement n'étaient pas toujours bien reçues, où les soins n'étaient pas toujours très humains ou bienveillants. Donc la présence de ces cliniques qui persistent encore, malgré que maintenant soit répandu dans le système de santé, est sûrement un avantage qu'on a, tout le moins dans certaines villes du Québec, pas partout. Le troisième point encore, c'est un autre point de lutte, un point durement acquis, c'est que vu que ces cliniques étaient payantes, mais d'ailleurs c'est un point qui a été acquis en cours, c'était une décision de justice, comme ce soin était jugé essentiel, il y avait une discrimination entre les personnes qui recevaient les soins à l'hôpital où il n'y avait pas de frais et les personnes qui recevaient ces soins dans ces cliniques où c'était payant. Donc le gouvernement a finalement accepté que les soins dans ces cliniques soient couverts totalement comme à l'hôpital. Donc c'est un autre gain, un autre acquis que les soins dans des cliniques à l'extérieur du réseau de la santé, ces soins-là soient totalement couverts. Je viens dire que toutes ces choses-là, ça n'a pas été donné. Ce sont des dures luttes qui ont été menées depuis 50 ans, voire qu'il y a 50 ans, c'était encore un acte criminel, que le Dr Morgan-Jalel est allé 3 fois en prison, il a failli en mourir, mais que quand même, on a ces acquis au Québec, même si ce n'est pas parfait, qui rendent la situation un peu plus favorable que dans beaucoup d'autres endroits. Merci. Donc, pour ceux qui doutent de l'utilité du Sénat, ralentir les projets de loi, ça peut parfois être utile de manière inusitée. Donc, Béatrice Godard, comment est-ce que ces pratiques-là peuvent justement faire évoluer le débat éthique sur l'avortement? Je vais prêcher pour ma paroisse. Je dirais qu'en fait, c'est de reconnaître l'avortement comme un soin. Et à cet égard, les recherches en santé publique ont fait beaucoup avancer les pratiques sur la reconnaissance des inégalités sociales de santé, la reconnaissance des disparités comme devant être prises comme des questions de justice sociale. Et donc, tout le travail qui a été fait sur les déterminants sociaux de la santé, l'accès équitable aux soins de santé pourrait permettre justement de revoir notre analyse sur l'éthique de l'avortement. Parallèlement aussi, et puis ça c'est plus récemment, tous les travaux sur l'intersectionnalité ont fait avancer aussi le débat éthique. Il y a maintenant dans la communauté scientifique, tout du moins, un consensus assez large sur notre devoir éthique de travailler à l'amélioration des conséquences injustes du racisme et du sexisme structurel et de la pauvreté des femmes. Et dans cette perspective, l'avortement est donc une question l'accès à l'avortement est une question de justice sociale. C'est aussi une question de justice de genre. On sait tous que la contraception et l'avortement
permettent aux femmes d'échapper aux conséquences physiques et sociales de la grossesse, mais surtout, elles leur permettent de se rapprocher du degré de liberté sexuelle et reproductive des hommes. Et donc, c'est une évidence que les femmes ne peuvent pas avoir un pouvoir social, économique et interpersonnel comparable à celui des hommes, à moins qu'elles puissent justement contrôler si et quand elles veulent avoir des enfants. Donc, si on reconnaît que l'avortement est un soin qui devrait être reconnu en santé, alors les bonnes pratiques en éthique, c'est de soutenir justement les professionnels de la santé et leurs institutions à respecter leur devoir éthique de promouvoir ces soins à ces femmes et pour qu'elles aient accès justement à ce soin et pour permettre aussi aux femmes d'avoir les mêmes chances par rapport à leurs consoeurs plus fortunés ou par rapport aux hommes. Et le deuxième point, c'est de reconnaître l'avortement comme un droit humain. Parallèlement aux travaux sur l'intersectionnalité, il y a eu aussi des travaux sur la justice reproductive, et ça a été initié principalement par des femmes de minorités de couleur, et elles ont fait valoir qu'il y avait en fait 4 droits reproductifs des femmes qui avaient été longtemps refusés, et notamment aux femmes minorisées. Le premier, c'est le droit de ne pas avoir d'enfants, mais également aussi le droit d'avoir des enfants, le droit d'élever des enfants dans la dignité et dans la sécurité, et plus récemment, l'autonomie sexuelle et la liberté de genre. Et ça, ces travaux-là, ça a été très différent de la perspective féministe traditionnelle des droits reproductifs comme synonyme de contraception et d'avortement. Parce que dans cette perspective féministe historique, jamais le droit d'avoir des enfants et d'élever des enfants n'a été menacé, contrairement à des femmes plus minorisées. Donc, les travaux sur la justice reproductive, ça a permis de mettre justement, de faire valoir que le contrôle reproductif devrait être un droit humain. Ça affirme en fait l'autonomie personnelle de ces femmes d'avoir ou de ne pas avoir des enfants et également de pouvoir les élever dans des communautés sécuritaires. Alors, là, en matière de bonnes pratiques en éthique, c'est de s'attaquer justement aux structures systémiques d'oppression, d'inégalité de pouvoir, pas seulement de comprendre comment les femmes interagissent avec les professionnels de la santé, mais également faire en sorte que ces derniers qui donnent des soins d'avortement combattent aussi les structures sociales injustes qui empêchent les femmes en fait d'accéder aux soins reproductifs auxquels elles ont droit. Merci beaucoup, Béatrice. Puis, quand on pense à cet ensemble de justice reproductive, on pense au droit à l'avortement, à la contraception, au droit d'élever des enfants à la dignité. Puis, au Québec, on a aussi eu le débat au droit au cliniques de fertilité, c'est-à-dire que c'est aussi onéreux maintenant pour beaucoup des services après un certain nombre de cycles. Et ça aussi, d'avoir accès à des services de fertilité, ça tombe dans cet ensemble de la justice reproductive qui est indissociable dans toutes ses facettes. Ouais. Donc, je ne peux pas enlever des questions de notre horaire car je les trouve toutes importantes. Mais pour s'assurer d'avoir du temps pour notre public, on va garder cette ambition d'être bref dans ce prochain bloc, même si je vous écouterai jusqu'à demain parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a différentes professions, différentes facettes du soin qui est l'avortement qui vous intéresse. Puis justement, lorsqu'on pense au rôle des prestataires de services et des solutions pour s'assurer que l'avortement soit un service universel, je commencerai avec justement le Dr Velt et Béatrice Godard pour vous demander, à votre avis, quel est le rôle spécifique des professionnels de la santé? Bon. La première chose, c'est une question d'attitude. Je pense que c'est vraiment de faire sienne la devise, le logo de Médecins du Monde, c'est-à-dire soigner sans juger. C'est important, c'est l'écoute, l'aide, l'accompagnement, de ne pas se mettre, on a dit, à la place de la personne
bien sûr, certaines situations difficiles nous interpellent. On dit, pourquoi cette personne ne continue pas sa grossesse? Pourquoi cette personne n'a pas recours à l'avortement? Mais ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions pour les autres. Ce n'est pas à nous de forcer ou d'insister pour que nos opinions personnelles et notre opinion soient prises en considération et amènent la décision de la personne. Donc c'est vraiment de soigner sans juger et de conserver dans tous les cas le respect et l'autonomie de la personne pour ses décisions, pour sa vie, pour son corps. La deuxième chose, bien sûr, l'objection de conscience n'est pas tellement répandue au Québec. Ça peut arriver de temps en temps, ça peut être un problème, mais quand même, c'est la responsabilité des fournisseurs de soins de santé de s'assurer que dans toute communauté, et pour tout le monde, ça soit considéré comme un soin essentiel et dans toute communauté, il faut faire pression sur ces gestionnaires, sur les chefs de département, sur d'autres, qu'il y a des gens qui soient formés, qui soient capables de donner le soin et de façon sécuritaire et experte. La dernière chose, bien sûr, c'est que ce soin non seulement soit disponible partout, mais qu'il soit accessible financièrement pour tout le monde. D'abord, qu'il n'y ait pas d'obstacle au niveau de la distance, des frais de transport, d'hébergement, et aussi que pour les personnes qui ne sont pas couvertes actuellement par l'assurance maladie du Québec, ce soin soit aussi offert sans frais pour respecter l'autonomie et la sécurité de tout le monde. Merci, Béatrice. Alors, je dirais également, de façon parallèle, oui, l'information, le rôle des prestataires, c'est vraiment de donner les informations adéquates à partir des besoins des femmes. Il y a encore trop d'informations qui sont biaisées. Il y a aussi beaucoup d'informations qu'on pourrait donner sur les différents contraceptifs, notamment les contraceptifs réversibles à action prolongée, qui ne sont pas accessibles à toutes les femmes, donc de les rendre accessibles sans barrière économique ou d'une barrière d'autre nature. L'autre rôle aussi, c'est sûr que quand l'accès à l'avortement diminue, le rôle et la responsabilité des professionnels de la santé est comme dédoublé. Et donc, comment, tout en respectant l'objection de conscience de certains professionnels et autres, tout en respectant le cadre législatif, mais comment faire en sorte de combler justement le vide créé par l'absence de consensus à l'effet que l'avortement est un droit? Là encore, je sors mon chapeau de santé publique. L'approche de réduction des méfaits peut être une approche intéressante pour ces professionnels-là, parce qu'on sait que même si on est contre un comportement que nous, on trouve pas nécessairement sain, il reste que les femmes, et puis je pense, je ne sais plus si c'est Manon ou qui l'a dit, mais les femmes vont toujours avoir besoin de recourir à l'avortement, quel que soit l'endroit dans le monde. Et donc, au moins, via cette approche, ça permet aux professionnels d'honorer leur engagement envers ces femmes-là, en répondant justement à un besoin d'accès accru à l'avortement et dans un contexte de restrictions juridiques qu'on voit actuellement qui sont croissantes. Et enfin, c'est vraiment de voir l'avortement comme un problème de santé publique, d'arrêter l'exceptionnalisme en matière d'avortement en disant que tout ce qui concerne les soins d'avortement, c'est différent des autres problèmes médicaux et sociaux. Non, ça ne l'est pas. C'est un autre problème, c'est tout. Merci. Et dites-moi, Manon, qu'en est-il du rôle de Médecins du Monde, justement, pour mettre en place de telles solutions? Au niveau des Médecins du Monde, nous, on a 3 axes. C'est soigner, accompagner et témoigner. C'est à peu près la même chose sur l'avortement. Le soigner, c'est de s'assurer qu'il y a une offre qui est disponible au niveau de la communauté, mais aussi dans le système de santé qui fonctionne en complémentarité. Si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir fournir une offre à tout le monde. On va accompagner les personnes, il faut qu'elles connaissent leurs droits, il faut aussi qu'elles connaissent ce que c'est l'avortement, ce que ça implique, comment ça fonctionne, où est-ce que les services sont disponibles, que ça soit légal ou pas légal, il y a toujours un service, donc où est-ce qu'il est disponible et c'est quel service qui est sécuritaire, c'est quel service qui a les bonnes conditions. Et plaider avec les organisations de la société civile, les organisations de femmes, mais aussi les hommes,
pour une dépénalisation complète de l'avortement. Très clair. Julia, quel est le rôle des juristes vis-à-vis justement les prestataires pour assurer le droit d'accès, le droit et l'accès à l'avortement? Oui, j'essaie d'être aussi concise. En fait, les juristes, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais en premier lieu, c'est souvent essayer d'arrêter de travailler en silo puis de travailler ensemble. Donc, c'est très bien, on prend beaucoup les échanges entre corps, le professionnel médical et juriste pour exposer c'est quoi qu'est-ce qui peut être fait en fait. Donc ça c'est surtout dans les pays où par exemple c'est pas clair, comme en République démocratique du Congo, c'est d'essayer de parler, de se parler entre les juristes peuvent faire de la sensibilisation, de la vulgarisation des lois, parce que souvent ça arrive dans certains pays, les médecins ont juste peur de pratiquer parce qu'ils ne savent pas exactement où sont leurs limites, où est-ce qu'ils peuvent pratiquer, où ils ne peuvent pas pratiquer un avortement. Donc ça, je pense que c'est le rôle des juristes de venir vulgariser les lois et de venir un peu débroussailler parfois quand c'est pas clair quelles sont les obligations des médecins. Ce qui m'amène aussi à un autre rôle des juristes, je pense, c'est de rappeler aux médecins, et ça je viens aussi rejoindre Béatrice dans ce que vous disiez, le droit à l'avortement, c'est un droit humain, puis ne pas l'accorder, c'est une violence basée sur le genre, c'est une discrimination basée sur le genre. Puis après ça, on peut aussi rajouter tout le niveau intersectionnel de la chose, donc c'est aussi le résultat parfois de barrières structurelles. Et finalement, même que parfois, ça a été reconnu en droit international, lorsqu'on refuse l'accès à l'avortement, ça peut mener aussi à être considéré comme un traitement cruel et inhumain. Et ça, je pense que c'est important de toujours retaper sur le clou de ça, parce que c'est vraiment pas banal de refuser l'avortement, c'est des douleurs psychologiques et physiques extrêmes, et ça, c'est reconnu. Et c'est de plus en plus discuté aussi. Et d'ailleurs, très rapidement, mais parce qu'en plus, par exemple, devant la Cour interaméricaine en ce moment, il y a l'affaire Béatrice au Salvador, une décision hyper importante pour le continent américain et surtout latino-américain. Puis, c'est une décision en fait qui va venir notamment déterminer est-ce qu'un pays n'a pas une obligation finalement au moins de permettre l'avortement dans certaines circonstances. Et ça, je pense que c'est encore une fois les juristes, pas par rapport aux prestataires, mais juste en général, rester à l'affût de victimes qui, par exemple, n'ont pas eu accès à l'avortement et de ne pas hésiter à mener le combat avec ces femmes et ces personnes qui se sont refusées. Voilà. Merci, Julia. J'aimerais, avant de passer la parole à notre audience, quelques questions aussi là, succinctes, j'en suis sûre, je vous fais confiance. Faire un dernier message qu'on peut emporter ce soir dans cette lutte. Qu'est-ce que chacun de nos panélistes veut mettre de l'avant comme message final pour justement faire en sorte que l'avortement ne soit pas un champ de bataille politique et qu'il soit réellement un service, un soin accessible à tous. En commençant, on va se rapprocher de moi et en commençant avec Béatrice. Alors, empêcher l'accès à l'avortement, ça viole tous les principes éthiques. C'est un manque de respect envers l'autonomie des personnes qui en ont besoin. C'est une non-reconnaissance du devoir de bienfaisance qu'ont les professionnels de la santé. Et c'est accroître les iniquités envers les femmes. Et donc, basé sur ces principes éthiques, en fait, aucune femme ne devrait subir le stress d'une grossesse non planifiée et les risques d'un avortement dans des mauvaises conditions. Merci, Dr. Bon, même si actuellement au Québec la situation est relativement stable, il faut bien se rappeler que c'est quand même le produit de 50 ans de lutte difficile et il ne faut pas prendre ça pour acquis. On a vu récemment comme ça peut être renversé rapidement, il faut exercer une extrême vigilance pour garder ses acquis et surtout garder cette discussion au niveau d'un soin et être très résistant à toute instrumentalisation d'un point de vue politique, idéologique ou religieux. Ensuite, bien sûr, c'est de la responsabilité de tous les intervenants, de tous les gens qui agissent dans le domaine de la santé, de faire que ce soin soit considéré comme essentiel et disponible dans toutes les communautés et pour toutes les personnes qui résident au Québec. Et finalement,
tant la pratique que la littérature scientifique a bien montré que c'était certainement bénéfique pour les personnes, les familles, les femmes qui ont eu recours, mais c'est en plus, tant d'un point de vue social, humain et même financier, c'est très bénéfique pour toute la société. Merci. Maman? Moi, je suis constamment surprise que notre corps continue à faire l'objet de débats sur... C'est un objet politique, c'est un objet social, alors que non, c'est un droit humain. L'autonomie corporelle, c'est un droit humain. Ça serait bien juste de commencer à respecter les droits des femmes, tout simplement. Merci, Julia. Tout à fait d'accord avec ça. Puis je pense, tout ce qui a été dit, je ne peux qu'approuver. Puis aussi de voir l'avortement comme donc un droit c'est le droit à la santé, mais aussi plus largement, ça fait partie des droits économiques, sociaux et culturels. Donc de le voir d'une façon plus large dans la justice reproductive carrément. Puis je pense que c'est vers ça aussi qu'on doit s'en aller, c'est prôner, s'assurer que les personnes ont les moyens économiques pour avoir une vie reproductive saine, que ce soit avec un avortement ou non, puis qu'elles aient vraiment ces droits-là et qu'elles puissent s'autonomiser. Merci. Donc, je vais me fier à Mélissa qui va passer le micro aux personnes qui aimeraient poser une question. S'il vous plaît, gardez votre question courte et si vous voulez vous adresser à un panéliste ou une panéliste en particulier, vous pouvez nous le dire. On a une question à l'avant et une à l'arrière. C'est Mélissa quelque chose. Puis vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, moi mon nom c'est Lalik Brown, je suis étudiante au doctorat en santé publique. Ma question s'adresse à Julia et Manon. Vous avez abordé le sujet des deux. Je vais parler un peu du Bénin. Donc vous avez mentionné que c'était légalisé depuis 1 an. Donc je voulais savoir c'est quoi les paramètres exactement de la légalité, si c'est entièrement légalisé, puis est-ce que vous avez une idée de ce qui peut mener à la légalisation de l'avortement au Bénin? Merci. Oui, alors, en passant, je regarde mon téléphone, papa, mais c'est parce que j'ai mes notes dessus et non parce que je texte. Mais on n'avait pas des non, c'est ça. Mais oui, donc je l'ai pas par cœur, mais je l'ai ici. Par contre, je l'avais noté, les paramètres de la légalisation au Bénin. Donc, en fait, c'est quand même restreint à lorsque c'est la santé en cas d'agression sexuelle pour aussi... on dit classique, santé de la mère, agression sexuelle, inceste, ou lorsque la vie du fœtus est non viable. Mais le Bénin a également rajouté une petite... lorsque, en fait, ça affecte la santé psychologique de la femme. C'est hyper intéressant parce que c'est un peu fourre-tout. On pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour justement vraiment élargir ici l'accès à l'avortement au Bénin. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'était un combat sans fin des organisations de la société civile qui ont vraiment mis de l'avant l'importance de l'avortement. Juste pour compléter, c'est un peu souvent pour les pays qui ont pris en considération la santé mentale et physique de la mère, c'est un peu la porte d'entrée qu'on utilise. Après, il faut trouver les prestataires qui peuvent, souvent il faut une autorisation ou bien il faut pouvoir le justifier. Donc il y a quand même tout un travail après pour que ça soit vraiment applicable. Et il faut travailler avec justement des alliés qui vont permettre facilement et rapidement de donner ces autorisations parce que sinon souvent on se retrouve dans des délais d'attente qui sont trop longs et après on est hors délai et l'avortement est en fait officiellement légal mais dans les cas pratiques il n'y en a pas. Et même juste vraiment intéressant, ça a aussi déterminé qu'on pouvait prendre en compte notamment l'impact économique qu'une grossesse non désirée aurait sur la vie de la femme. C'est hyper intéressant aussi au Bénin, cette avancée-là. Donc, une question précise qui a mobilisé 2 de nos panélistes qui sont bien informés sur la chose. Une autre question, il y avait une question là. Je suis curieux s'il y a des recherches. Si vous voulez, on vous donne le micro. Oh, merci, pardon. Oui. Excusez-moi, est-ce que ça marche? Ça a été très brièvement mentionné à la fin, l'instrumentalisation du dossier. Et je me demande, est-ce qu'il y a des recherches longitudinales sur les avortements refusés? C'est quoi les parcours? Et est-ce que les chercheurs et les chercheuses occidentales ou dans les sociétés où c'est plus progressif n'ont pas une responsabilité d'avoir des données probantes sur les parcours négatifs, les méfaits de la santé pour tous les avortements refusés? Il me semble
quelque chose de... Moi, je pense que la littérature scientifique est bien claire. Dans le cas de grossesses non désirées qui ont été continuées pour différentes raisons, c'est sûr que les problèmes médicaux sont plus fréquents, les complications médicales, même physiques, sont plus fréquentes. Ensuite, les problèmes, bien sûr, économiques et sociaux, la violence domestique, la violence envers les enfants, la négligence envers les enfants, les problèmes d'éducation et de réussite scolaire, tout ça est augmenté, ça c'est bien établi par toute une littérature scientifique. Les gens qui sont contre le droit à l'avortement nient cette littérature, mais elle est très développée, elle est accessible à tout le monde. Je pense que c'est une réponse plutôt claire. À moins qu'on ait un autre panéliste qui aimerait ajouter quelque chose. Une autre question de notre audience. Bonjour, moi je suis pédiatre, je suis gynécologue, mais j'aimerais savoir, est-ce que, on a parlé beaucoup d'avortements chirurgicaux, parce que c'était ça qui était disponible. Je ne vous ai pas entendu parler de s'il y a des obstacles ou des avancées avec la pilule abortive. Pas juste au Québec. On peut aussi parler d'ailleurs dans le monde, c'est correct, mais en particulier au Québec. Je pense que Manon a quelque chose à dire, puis après ça, si d'autres veulent ajouter, avec plaisir. Oui, ben justement ailleurs, je laisserai répondre pour le Québec, c'est ailleurs dans le monde, surtout dans des pays où il y en a certaines restrictions qui sont soit pratiques, soit légales par rapport à l'avortement, ça va être l'avortement médicamenteux. Donc avec une prise de mifepristone et misoprostol, ou juste misoprostol, qui peut être fait, surtout que généralement le misoprostol, on peut l'avoir parce qu'il est aussi prescrit pour d'autres choses. Donc ça nous permet d'y avoir accès, alors que la mifepristone, il y a certains pays comme par exemple Haïti qui a justement des règles sur qui peut l'amener dans le pays et qui peut l'utiliser, donc beaucoup plus restrictif. Et après, il y a aussi plein de choses qui se passent par les colis. Ça fonctionne très bien dans pas mal de pays pour avoir accès à certaines choses. Ça se fait souvent dans des pays, Malte, c'est beaucoup par la poste, donc les pilules arrivent et ça permet vraiment d'élargir l'accès à l'avortement. On comprend que dans les pays où l'avortement est très restreint, ou encore où les ressources sont limitées, par exemple au niveau de la réfrigération, de la stérilisation, il y a un énorme avantage à l'avortement médical. Au Québec, c'est une histoire un peu compliquée, c'est venu vraiment tardivement. Et effectivement, on dit, même si le contexte est favorable, au début, toutes sortes de gens voulaient mettre toutes sortes de restrictions, qu'il fallait que les médecins soient formés spécialement, et il fallait avoir toutes sortes de barrières pour le faire ou ne pas le faire. Ces barrières ont été essentiellement levées, mais quand même dans un contexte où l'avortement chirurgical est relativement disponible et où, dans un contexte de soins, disons, quand même avancé, voir que l'avortement médical, c'est une option supplémentaire, ça aide, ça augmente l'accessibilité, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut vivre l'avortement chez elle, dans des conditions qui sont plus ou moins faciles. C'est aussi juste pour des grossesses quand même assez précoces. Dès qu'on a atteint un certain stade, c'est plus une bonne option. Donc oui, c'est très bien, et puis c'est très bien que les barrières soient levées, ça augmente l'accessibilité, mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour toutes les situations. Merci. Et une dernière question. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Mademoiselle Chouavé-Lidi et ma question sera adressée à Madame Manon, vu qu'elle a beaucoup parlé de la RDC d'où je suis originaire. En fait, en RDC, par exemple, l'avortement est un sujet très très tabou, où les peu de femmes qui arrivent à se faire avorter sont très très mal vues. Elles sont prises pour des meurtrières et elles gardent des séquelles psychologiques durant toute leur vie. Il n'y a pas de suivi ni de soutien psychologique. Et les peu de médecins qui arrivent à exercer cet avortement les font de manière clandestine et ils le font tellement mal avec des matériels très peu stérilisés qui entraînent beaucoup de complications comme des perforations intestinales, péritonites et septicémie et la mort après. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez mis en place une structure pour former les médecins à correctement exercer cet avortement et les outiller des matériels adéquats?
Et ma deuxième question serait aussi de savoir, est-ce que vous avez aussi pensé en RDC précisément à procéder à une sensibilisation et surtout de l'information au niveau des écoles pour au fait, sensibiliser, excusez-moi pour la technologie, sensibiliser les jeunes filles à pouvoir avoir le droit d'avorter parce qu'elles ont le droit sur leur corps. Merci. Oui, mais c'est à peu près ça le projet en fait. Donc il y a eu, en fait, ça a commencé, déjà c'est avec des organisations de la société civile. Donc on ne travaille pas tout seul, on travaille vraiment avec des organismes qui sont fantastiques et qui font beaucoup de travail de sensibilisation à Kinshasa. Le projet, il inclut donc les centres de santé, où en effet ils sont formés. On est beaucoup sur de l'avortement médicamenteux et puis de l'aspiration manuelle. Donc on ne va pas tant sur l'avortement chirurgical parce qu'en effet, c'est un projet pilote, on est sur le début et le but c'était d'aller particulièrement d'avoir une offre qui était ciblée pour les adolescentes et les jeunes filles et c'était ça qu'elles préféraient comme type d'avortement. Donc là, c'est les pharmaciens de 2 communes à Kinshasa, c'est encore petit, ça se développe, qui vont donc identifier les jeunes filles. Elles savent aussi quelles pharmacies fournissent ce service-là et eux vont les référer vers des centres de santé où le personnel a été formé, où ils ont les médicaments, où ils ont des personnes aussi, particulièrement du personnel féminin qui peut discuter avec les jeunes filles. Il y a aussi des champions dans les écoles pour travailler entre groupes de jeunes filles pour pouvoir communiquer ces informations-là pour que ça puisse se répandre à travers les écoles. Et au niveau du plaidoyer, ça se fait avec les organisations de la société civile, donc c'est appuyer ces groupes qui sont déjà communautaires, qui sont déjà bien ancrés, qui faisaient déjà beaucoup de travail là-dessus, juste leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent aller plus loin. Et dans la salle, j'ai Pauline, si jamais vous avez plus de questions, elle pourra vous répondre. Parfait. Béatrice, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'avais une question pour peut-être vers le micro de votre voix. Dans ces programmes maintenant, dans ces différents pays, est-ce qu'on fait aussi de la sensibilisation et puis de la distribution de contraception? Parce que le but, c'est quand même de prévenir l'avortement. Ben, on fait tout ce qui va être planification familiale et on inscrit l'avortement là-dedans. Donc ça va avec la contraception, ça va aussi avec de l'éducation sexuelle pour comprendre ce qui se passe et ça va aussi avec l'implication des adolescents et des jeunes garçons qui sont souvent assez investis quand il y a une grossesse non désirée qui arrive. Il ne faut pas croire que la plupart d'entre eux vont juste disparaître. Il y en a beaucoup qui vont accompagner leur compagne, surtout si elle est jeune, et donc les avoir vraiment comme alliés, ça peut vraiment faire changer les choses. Le monde universitaire a beaucoup à apprendre de l'organisation d'événements médecins du monde. Tout le monde est si discipliné qu'on a le droit à une dernière question. Merci, Nicolas Bergeron. Je remercie les panélistes pour votre grande éloquence argumentaire. Vous avez parlé beaucoup de droits, droit des femmes, droit de la santé, droit à l'information, santé publique, éthique aussi. Et j'ai comme l'impression, l'autre côté, dans l'autre camp, il y a peut-être un peu d'objection de conscience, mais il y a beaucoup de croyances. Et c'est comme si la joute, en tout cas, se passe sur 2 champs de bataille qui ne se rencontrent pas vraiment. Je me demandais, j'aimerais vous entendre parler un peu sur de se mettre dans la perspective de l'autre, et puis, dans le fond, les politiciens, le politique, qui étaient traditionnellement avec ses institutions, avec l'état de droit, peut-être dans un champ de bataille, qui glisse avec le populisme, on le dit, peut-être dans un autre champ de bataille, mais je ne sais pas comment, est-ce qu'il y aurait lieu d'investir, ou en tout cas de transformer, ou de s'intéresser à un argumentaire qui va aller du côté des croyances, et moins de tout le reste que vous avez parlé. Allez-y. En fait, il y a déjà des systèmes qui existent et des sensibilisations qui travaillent spécifiquement sur les croyances. Et c'est vraiment très variable d'un contexte à l'autre. On va avoir dans certains pays avec des religions et des cultures assez similaires de l'extérieur, on va avoir des leaders religieux qui vont vraiment embarquer, qui vont comprendre et qui vont... Parce qu'il y a toujours ce pragmatisme quand on est dans une situation où les gens, ils n'arrivent pas à avoir leurs besoins primaires qui sont atteints. À un moment donné, la religion, les leaders religieux, ils sont aussi capables de dire c'est pas possible. Cette personne-là, c'est un autre enfant. Il va y avoir
un décès, il va y avoir un abandon, il va y avoir quelque chose. Et donc, dans certains pays, on a les leaders religieux musulmans qui sont vraiment facilement des alliés. Dans d'autres pays, peu importe la religion, ça va être plutôt l'âge qui va jouer, ça va être le genre, ça va être le niveau socio-économique des personnes. Et ça, on a des modèles pour transformer les transformations des valeurs et des croyances. On a des modèles qui ont été développés par des partenaires et qui sont vraiment, qui sont très efficaces. Donc il faut créer ces espaces de dialogue. Une fois qu'on a cet espace et qu'on peut montrer les choses, qu'on peut les expliquer clairement, qu'on peut dialoguer, mais généralement, on a très peu de personnes à la fin qui continuent d'être contre l'avortement ou contre un minimum de services d'avortement. Si je peux compléter par rapport à ça, c'est rare aussi, ce que j'ai vu aussi dans ma pratique, c'est que justement quand on peut créer ces espaces de dialogue, et en fait les droits et les croyances se rejoignent. Donc c'est la croyance de vouloir, c'est le mieux pour l'adolescente, c'est le mieux pour sa fille. Par exemple, quand on parle d'un leader religieux qui est contre l'avortement, mais finalement, puis nous on parle du droit à l'autonomie, du droit finalement à l'intégrité physique, à la santé, mais finalement ça se rejoint. Donc on se rend compte qu'il y a certains terrains d'entente. Évidemment, c'est pas après la première discussion, mais je vois souvent quand même une avancée dans les échanges, 2, 3 fois. Finalement, on veut tous et toutes le bien. Donc, c'est la communauté. Béatrice, Michel, Manon, Julia, merci. Quel panel vraiment qui m'a personnellement énormément éduquée, mais aussi, je pense, raviver une certaine flamme pour s'assurer qu'on ne laisse pas tomber cette lutte. Certaines choses que je retiens, c'est soigner sans juger. On peut mettre sans juger à la fin de beaucoup de verbes, mais soigner semble un des verbes prioritaires dans le cas de cette discussion. Il s'agit d'un soin, d'un service. Il n'y a rien d'exceptionnel à l'avortement et il faut tout faire pour garder les politiciens loin de ce soin. Et dans le cas du Canada et du Québec, probablement la législation est une mauvaise technique pour arriver à ce but. Il faut normaliser l'avortement par l'information pour en parler, parce que ce dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais le fait que ça soit encore un tabou en société de parler de l'avortement, alors qu'on peut parler du fait qu'on prend la contraception, qu'on a eu une césarienne ou qu'on a un genou artificiel. Quand on parle d'avortement, ça ne devrait pas être tabou parce que c'est ça le chemin pour normaliser ce soin. Il faut toujours s'inquiéter et rester vigilant par rapport à l'accès. Il faut poser des questions par rapport à nos propres sociétés, à qui a accès à quelque chose qu'on pense peut-être qu'on a accès ici dans certaines communautés à Montréal, mais qui n'est pas du tout universel, même chez nous. Et finalement, évidemment, il y a encore un certain nombre de personnes qui, même s'ils ne sont pas nécessairement contre l'avortement, vont se dire « Ah, ça ne me touche pas. Je ne suis pas femme » ou je veux un enfant ou quoi que ce soit, ou bien, mais bon, évidemment, on n'a pas besoin de dire des choses qui semblent aujourd'hui banales, comme la déclaration de Hillary Clinton à la conférence de Beijing dans les années 90, Women's Rights or Human Rights. Ça, je pense qu'on peut prendre ça pour acquis. Mais au-delà de ça, le dérapage dans les droits de santé reproductive, le dérapage dans les droits des femmes sont annonciateurs de dérapage pour les droits de tout le monde. Donc, peu importe, c'est une question de société. Si on tient à une démocratie libre, il faut s'inquiéter de l'accès à ce soin essentiel qui est l'avortement. Alors, merci beaucoup pour ce panel.